Vous avez peut-être des gens dans votre entourage qui sont jeunes et qui ont appris, malheureusement, qu'ils avaient le cancer. Regardez bien, les diagnostics de cancer chez les trentenaires ont bondi entre 2010 et 2019 de 20 des gens qui sont âgés dans la trentaine, c'est très jeune. Et les cancers gastro-intestinaux sont ceux qui ont connu une croissance la plus fulgurante avec une augmentation de 15 au cours de la dernière décennie. Pour en parler avec nous, notre prochain invité, Dr Michael Bensoussan, que vous connaissez bien, gastro-entérologue à l'hôpital Charlemagne. Bon après-midi à vous, Dr Bensoussan. Bonjour Julie, bonjour. Comment est-ce qu'on peut expliquer une telle hausse, selon vous? Julie, vous y allez directement avec la question qui est encore discutée et discutable dans le milieu scientifique. Parce qu'en fait, de plus en plus, la presse générale rapporte des éléments qui sont flagrants dans la littérature médicale depuis un peu plus de 10 ans maintenant, qui est cette augmentation vraiment majeure et très significative statistiquement des cancers chez les jeunes. Alors les jeunes, c'est, mettons, une population sur les 30 ou 50 ans. Et moi, c'est ce que je constate effectivement, comme tous les gastro-entérologues et les médecins spécialistes du tube digestif, particulièrement dans les cancers gastro-intestinaux, c'est-à-dire les cancers du côlon, les cancers du rectum, les cancers de l'estomac. Alors, maintenant que ceci est limpide et éprouvé, la question, ça va être de pourquoi. Bon, quand on regarde les registres à travers le monde, il est évident que cette augmentation, elle est surtout très marquée dans les pays dits occidentaux, c'est-à-dire beaucoup les pays en Europe, aux États-Unis et chez nous autres au Canada. Donc, quand on dit ça, ça paraît clair que cette augmentation, elle est très vraisemblablement liée à quelque chose qui est en rapport avec notre mode de vie, notre mode d'existence, notre mode de consommation, et qui serait différent des autres pays. Pour ce qui est des cancers gastro-intestinaux, qui sont parmi les cancers qui sont le plus en augmentation chez les populations jeunes ces 20 dernières années, on a tendance à penser, parce que ça plaît à l'esprit, que ça se passe au niveau de l'alimentation et de la diète. Oui. Alors, est-ce que c'est des produits toxiques qui sont principalement dans les aliments ultra transformés, les aliments dits qu'on distribue dans les chaînes de grande distribution et qui ne sont pas les aliments que nous on cuisine, mais qui sont des prêts à consommer, où il y a beaucoup d'agents conservateurs, des agents exhausteurs de goût, enfin toutes sortes de produits chimiques qui mis les uns avec les autres. Des mots qu'on est incapable de prononcer. Oui. Et moi de même, ou est-ce que ceci serait lié, et ça c'est une hypothèse qui est peut-être celle qui est le plus mise en avant dans la communauté scientifique, à des modifications profondes qui se passent dans notre microbiote, donc notre flore intestinale. Vous savez, vous avez déjà entendu parler, Julie, de notre intestin, ce deuxième cerveau, qui est peuplé de 1000 milliards d'amis, 1000 milliards de bactéries qui vivent en symbiose avec nous, mais qui ont tendance à être profondément modifiées en fonction de la diète qu'on adopte. Donc, si on mange que, mettons, du poisson, des fruits, des légumes et de l'huile d'olive, on n'aura pas du tout la même flore intestinale au bout de plusieurs années que si on mange des frites, de la pizza, des crèmes glacées et des bonbons et des gâteaux. Alors, est-ce que ça va être l'action de cette modification de la flore intestinale sur les phénomènes de cancérisation dans les cellules de notre corps? C'est pour l'instant l'hypothèse numéro 1, pour répondre un peu longuement, mais précisément à votre question. Absolument. Je suis curieuse de vous entendre sur les différentes diètes qui sont à la mode, Dr Bensoussan, puisque vous parlez de flore intestinale. Bon, il y a eu Montignac où on disait pas, tout ce qui commence par P, on ne prend pas ça. Il y a le régime keto où on favorise beaucoup la protéine, notamment protéine animale. Est-ce que ça peut avoir une incidence? Riche en gras, mais pauvre en fibres? Alors ça, c'est intéressant ce que vous dites, Julie, parce que je vais profiter que vous me tendiez un micro et une caméra pour passer un message à la population qui est très important. C'est que quelle que soit la diète que vous allez adopter pour perdre du poids, parce que dans 80% des cas, quand on adopte une diète, c'est pour perdre du poids, il faut savoir que si vous n'êtes pas capable de garder cette diète pour toute votre vie, quand vous allez cesser votre diète, vous allez reprendre le poids, parfois même un poids supérieur à ce qui était avant la diète. Et ça, la littérature est très claire là-dessus et c'est vraiment, quelle que soit la diète que vous allez adopter, que ce soit la diète keto, la diète, comme vous disiez, Montignac, une diète FODMAPS, etc., etc. Où il n'y a pas d'équilibre, finalement.
Non, ce qu'il faut, c'est manger équilibré, il faut manger varié, il faut manger de tout. Il faut manger globalement comme c'est recommandé dans le guide alimentaire canadien qui est disponible gratuitement pour tout un chacun sur Mm. Internet et qui est vraiment validé par tous les médecins et tous les nutritionnistes et diététiciennes de ce pays. Mais vous avez parfaitement raison de souligner que quelle que soit la diète qu'on va adopter, quand on va garder cette diète des semaines, des mois et des années, elle va modifier en profondeur la balance entre les différentes souches bactériennes qu'on compose notre flore intestinale. Et ça va avoir une action évidemment sur notre santé, sur notre immunité, sur notre capacité à vivre en osmose avec notre environnement. Mais à l'heure actuelle, la médecine n'a pas toutes les réponses de savoir quelles vont être les conséquences précises de cette modification de diète. Tout ce qu'on sait, c'est que ça modifie la flore, c'est certain. En terminant, Dr Bensoussa, lorsqu'il y a un jeune qui vient vous voir dans la trentaine, qui a des symptômes de cancer gastro-intestinal, est-ce que vous soupçonnez un cancer ou non, pas du tout, parce qu'il est jeune? Ben, ça, c'est important ce que vous dites parce que c'est vrai que non seulement les médecins n'ont pas forcément tendance à penser chez les patients jeunes en Oui. premier à un cancer, mais plutôt à des pathologies bénignes, mais c'est le cas aussi dans la population générale parce que un des facteurs qui fait que peut-être les cancers sont en augmentation chez les populations jeunes, c'est parce que quand on a un symptôme digestif potentiellement inquiétant et qu'on a 60, 70 ans et plus, on a tendance facilement à aller chez le médecin pour tout de suite faire les examens pour être sûr qu'il ne s'agit pas d'un cancer. Mais quand on a 30 ans, 35 ans, 40 ans, on se dit, bon non, ça ne doit pas être ça. Et on le néglige et peut-être que les consultations se font plus tardivement. Donc, que ce soit du côté de la population médicale ou du côté de la population générale, c'est vrai que malheureusement, les informations qu'on est en train de voir et ce dont on est en train de parler doivent amener à consulter pour voir justement ce que nous, les médecins, on s'est dépisté, de savoir s'il y a des signes d'alarme et s'il est nécessaire de s'alarmer et de faire des examens. Ça a une conséquence importante, c'est parce que vous avez entendu parler, Julie, récemment, on a lancé au Québec la campagne nationale de dépistage de Oui. cancer du côlon chez tous les Québécois et les Québécoises entre 50 et 74 ans qui doivent faire le petit test des selles. Eh bien, figurez-vous qu'à peine nous, on a lancé ça au Québec pour les plus de 50 ans, qu'aux États-Unis, ils ont modifié le début de cette campagne et maintenant, c'est tous les Américains de plus de 45 ans et pas 50 ans qui doivent faire ça. Donc, effectivement, l'âge où on doit vraiment consulter si on a la moindre inquiétude commence maintenant plutôt à 40 ans, alors qu'il y a quelques années, c'était 50, 55 ans. Je veux alarmer personne, je veux juste dire que quand on s'inquiète, on consulte. C'est juste ça. Dr Michael Bensoussan, gastro-entérologue à l'hôpital Charlemagne, merci beaucoup d'avoir pris le temps pour nous.